Et en juin, il y a quand même la Coupe du Monde au Brésil, pays du foot. Il y avait la moitié du stade uruguayen, la moitié du stade colombien. Et quand James Rodriguez est sorti, ils l'ont applaudi, ils le prenaient dans leurs bras, ils pleuraient. Avec Benzema, ça a tout changé. C'est un joueur que tu mets dans une équipe, il apporte un lien entre le milieu, l'attaque. Au-delà d'avoir envie de revenir en équipe de France, c'est surtout l'envie de jouer la Coupe du Monde. En réalité, les deux avant-centres aujourd'hui de l'équipe de France, c'est Mbappé parce qu'il a décidé de s'installer dans cette position. Pour moi, c'est pas sa meilleure position, et même pour Benzema d'ailleurs. Benzema, il estime que Mbappé, c'est un joueur, il peut faire encore plus mal quand il joue côté gauche. Par rapport à Textor, tu as réalisé un reportage sur lui, tu l'as suivi dans son quotidien, sur ses îles, dans son avion. Comment ça s'est passé ? 3/4 d'heure avant de prendre l'avion pour repartir, il a dit on va faire le tour de l'île en jet ski. Je dis mais non, mais c'est pas possible, je peux pas le suivre là-dedans. Que les sociétés d'affacturage commençaient à contacter l'OL pour être payées. Aujourd'hui, ils ne craignent plus de disparaître ou d'être relégués en Ligue 2. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kassim Aloul et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré à un sujet qui passionne des millions de Français, le football. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, connu pour ses analyses, ses infos mercato, mais surtout également pour son suivi auprès de l'Olympique Lyonnais, monsieur Hugo Guillemet. Bonjour Hugo. Salut Kassim, je suis ravi d'être avec toi. Merci à toi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Je suis honoré, donc merci à toi d'avoir accepté ma proposition d'interview. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Moi, je suis très content d'être là et vraiment, tu t'es donné les moyens de me rencontrer, de m'interviewer et on va passer un bon moment. Merci à toi. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais te poser une question très simple. Pourquoi as-tu accepté cette proposition d'interview ? J'ai accepté la proposition pour une simple et bonne raison. Alors j'en reçois énormément, franchement, au quotidien, tous les jours, etc. La première raison, c'est que déjà tu m'as contacté sur mon numéro personnel. Je me suis dit bon, il s'est déjà un petit peu démarqué des autres qui essayent de m'envoyer des DM sur les réseaux sociaux, ça se perd, j'en ai des dizaines par jour, etc. Lui, bon, il a eu mon numéro, il m'a contacté. Ensuite, ta demande était très structurée, professionnelle, c'était carré. Je me suis dit bon là c'est vraiment un truc très carré. T'étais pas non plus oppressant dans ta demande. T'as toujours laissé la possibilité du refus et ça j'ai apprécié et surtout que t'as choisi les bons moments aussi pour me relancer. T'as pas lâché le morceau comme on dit, mais sans te mettre dans une position de harceleur. Donc en fait, t'as trouvé le bon dosage. Et au final, et surtout la teneur de tes messages qui était vraiment très pro, ça m'a donné envie d'accepter de passer ce moment avec toi. Très bien, merci à toi en tout cas. C'est vraiment un honneur comme je te l'ai dit juste avant. Pour commencer, Hugo, pour ceux qui connaissent pas, je pense que tout le monde te connaît, mais pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Hugo Guillemet. Non, il y a beaucoup de gens, je pense, qui me connaissent pas. Fan du foot, il y en a, je pense, beaucoup qui te connaissent. Ah, dans les fans de foot. Alors, les fans de Lyon, on va dire les fans de Lyon me connaissent tous. Les fans de foot, peut-être, il y en a beaucoup qui me connaissent. Moins. Et au-delà du foot, je pense pas être très connu. C'est pas grave. Donc, je suis journaliste au journal L'Équipe et à la chaîne L'Équipe depuis un peu plus de 10 ans. Avant ça, j'ai fait des études de journalisme. Je suis originaire du sud de la France. Il y a rien de particulier à signaler et depuis 2019-2020, je suis chargé du suivi de l'Olympique Lyonnais à L'Équipe. D'accord. Et c'est de cette manière que j'ai pu prendre un petit peu de l'importance, de la visibilité, en sortant notamment des infos, etc. Et avoir l'exposition que j'ai aujourd'hui, puis la possibilité aussi de faire les émissions télé, notamment L'Équipe du soir sur la chaîne L'Équipe. Bien sûr. Très bien. Comme tu l'as dit, tu es né au sud de la France, mais pourtant, si je me trompe pas, tu es supporter de l'Olympique Lyonnais depuis petit. Ouais. D'où vient cette passion pour l'Olympique Lyonnais ? Alors, d'abord, la passion de supporter et tout, bon, ça c'est un peu... je le regrette, mais j'ai plus aujourd'hui une vraie passion en mode supporter, je vais aller chanter dans le stade et tout. J'ai plus ça, j'ai vraiment beaucoup de recul par rapport à ça. Que l'OL gagne ou perde, ça m'importe. Enfin, ça me fait pas grand-chose. Je suis attaché aussi au club de Montpellier parce que quand j'ai commencé mes premières expériences de journaliste, j'étais au Midi Libre à Montpellier et mon premier stage en 2011, l'été 2011, c'était le début de la saison du titre de champion de France de Montpellier à l'époque avec Younes Belhanda, Olivier Giroud, etc. Et je m'étais attaché à cette équipe parce que moi, le village d'où je viens est pas très loin de Montpellier. D'accord. Donc je m'étais attaché à cette équipe. Pour revenir à l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que quand j'étais enfant et adolescent, j'adorais cette équipe parce que j'ai une
petite partie de ma famille qui est originaire de Lyon, du côté de mon père. Donc j'habitais dans le sud de la France, mais mes vacances, j'allais les passer à Lyon. Alors, c'est particulier, normalement c'est plutôt les gens à Lyon qui vont passer leurs vacances dans le sud. Moi, j'habitais dans le sud, mais mes vacances scolaires, j'allais les passer à Lyon. Et mon grand-père nous amenait souvent à Gerland, voir les entraînements, etc. Et je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, quand on a commencé à s'échanger des cartes Panini à la récré, etc., quand j'étais au CP, CE1, d'accord. C'était au moment de la Coupe du Monde 94. Et j'avais eu la vignette Romario, je m'en rappelle. Un des meilleurs joueurs de l'époque, si je me trompe pas. Bah ouais, un des meilleurs joueurs de l'époque. D'ailleurs, il avait été champion du monde avec le Brésil en 94. Et la saison 94-95, dans la cour de récré, tout le monde avait une équipe et tout. Et moi, il fallait que je choisisse une équipe aussi, parce que je commençais à me mettre dans le foot et tout. Et moi, tout le monde était pour l'Olympique de Marseille, là où j'habitais. Et j'ai voulu un peu faire autrement. Et du coup, j'avais choisi l'OL. Et la saison 94-95, elle est particulière parce que c'est une saison énorme pour l'OL. Ils sont entraînés par Jean Tigana. C'est une équipe qui est pas habituée à jouer le haut de tableau. Et là, ils finissent deuxième du championnat derrière le FC Nantes qui avait été quasiment invaincu de la saison. D'accord. Le FC Nantes champion 95, l'OL deuxième. Voilà, on s'en rappelle pas bien, mais il y avait des jeunes joueurs qui sortaient du centre de formation, comme Joseph Désiré Job, comme Ludovic Giuli, Bruno Ngotti. Ou non, peut-être qu'il était déjà parti. Il était déjà parti, mais il y avait vraiment beaucoup de joueurs du centre de formation. C'était une équipe enthousiasmante qui jouait offensivement et donc voilà, c'est parti de là. D'accord, très bien. Bah merci à toi pour toutes ces infos, c'est hyper clair et c'est surtout très passionnant et je pense aussi surtout pour les supporters de l'Olympique Lyonnais qui redécouvrent un peu des nouveaux souvenirs. Pour passer maintenant à ta première expérience, j'ai regardé un peu ton LinkedIn. Si je te dis, il est pas très à jour, mais c'est pas grave. Ouais. Mais si je te dis janvier 2014. Juillet 2014. À quoi penses-tu? Je pense à Cocorico Carioca. Et si je te montre ce compte Instagram de Cocorico Carioca. Ouais, Twitter. Ouais. Compte Twitter, excusez-moi. Compte X maintenant. Ouais. À quoi penses-tu directement? Bah ça, c'est le début un petit peu de l'aventure. C'était alors, avec mon meilleur ami de l'école de journalisme, Benjamin Henry, voilà, que je salue, qui travaille avec moi à l'équipe d'ailleurs aujourd'hui. Incroyable. On est sorti de l'école, on a eu notre diplôme en novembre 2013. D'accord. Et donc à ce moment-là, on avait fait l'école en alternance. Donc on avait chacun travaillé 2 ans dans un média. Donc qui dit alternance dit que t'as travaillé pendant 2 ans, donc t'as la carte de presse déjà en ta possession. Mais t'as aussi cotisé, donc t'as des droits au chômage si tu trouves pas de travail tout de suite. Donc c'est voilà, l'alternance. Moi, à chaque fois que je donne des conseils à des étudiants, je leur dis faites de l'alternance, c'est le top. Surtout dans le journalisme, qui est un secteur un peu bouché, etc., où il faut pouvoir se démarquer avec des expériences. Et on sort en novembre 2013, et là on se dit bon, on cherche du taf. Mais si on cherche du taf, on va trouver un truc, on va être éditeur dans une rédaction, faire les pas très cool, j'imagine. Un truc un peu, c'est le début, c'est le bas de l'échelle, c'est normal. Et en juin, il y a quand même la Coupe du Monde au Brésil, pays du foot. Donc c'est sûr on n'y sera pas quoi. Donc en fait, on va pas chercher de travail. Et on est les seuls étudiants qui n'avons pas cherché de travail à la sortie de l'école et on a monté un blog, mais qu'est-ce qui nous a permis ça? C'est d'avoir fait de l'alternance parce qu'on avait le chômage. En fait, on vivait avec le chômage. On était des chômeurs. Mais on a fait chômeurs actifs. Voilà, des chômeurs actifs. On a monté un blog. Et ce blog, au début, la vérité, c'est qu'il y avait que notre famille et nos amis qui le lisaient, quoi. Il y avait 40 lecteurs dès qu'on mettait un article. Mais on s'était dit, Cocorico Carioca, on veut parler des Français qui sont au Brésil, des Brésiliens qui jouent en France, des ponts entre les deux pays, en fait, pour essayer de faire monter en pression avant la Coupe du Monde au Brésil. Et donc on a commencé comme ça en janvier à faire des interviews, etc. Ce qu'on pouvait, quoi. Et à partir de mars, il y a eu un tournant décisif, c'est que l'équipe a organisé un hackathon, c'est un concours, il fallait créer une application en partenariat avec des designers, des développeurs, etc. Et c'était un concours sur un week-end. Et on s'est inscrit avec mon pote Benjamin. Et on a proposé un truc et on a gagné ce concours. D'accord. Et quand on gagnait ce concours, on gagnait donc une petite somme d'argent, mais aussi l'opportunité d'aller pendant 1 semaine à l'équipe. Ah mais incroyable. Pour développer l'application jusqu'à sa version finale. Ok. Avec le service web de l'équipe. Donc en avril, on s'est retrouvé au service web de l'équipe pour développer notre truc. Et quand on était là-bas, on leur a dit vous savez, nous on a un blog.
Cocorico Carioca. Pub, bien sûr. Et à l'époque, eux, ils avaient, l'équipe avait, je crois qu'elle n'existe plus aujourd'hui, mais sur le site de l'équipe, il y avait une plateforme blog pour les journalistes de l'équipe, qu'il y en avait certains qui avaient un blog, et c'était hébergé directement sur le site. Et dès qu'un article passait sur le blog, il passait dans le chrono info de l'équipe. D'accord. Et donc nous, ils ont été d'accord pour héberger notre blog. Et donc à ce moment-là, dès qu'on mettait un article, on mettait à peu près un article par jour, il passait dans le chrono de l'équipe. Et donc on est passé de 30 lecteurs à 30 000. Donc là, d'un coup, on a eu une communauté de lecteurs qui s'est agrégée autour de Cocorico Carioca. C'était pas non plus un truc de fou, mais il y avait beaucoup de monde qui le lisait d'un coup, quoi. Il y avait des centaines, voire des milliers de personnes. Et on a pu, de cette manière, faire un financement participatif qui nous a permis d'avoir assez d'argent pour financer un voyage au Brésil pour la Coupe du Monde. D'accord. Mais pour aller à la Coupe du Monde et pour pouvoir faire les matchs, faut s'accréditer. Et comme on avait fait de l'alternance, on avait la carte de presse. Donc avec la carte de presse, on a réussi à s'accréditer auprès de la FIFA et aller voir tous les matchs qu'on a voulu là-bas sur place. Donc c'était une expérience extraordinaire. D'accord. Par rapport au financement que tu m'as mentionné, j'ai retrouvé également la cagnotte. Même la cagnotte. La cagnotte. Il y a plus d'argent avec la date de fin le 7 avril 2014. On avait surpassé c'est ça, avec les objectifs. 689 € récoltés. C'est énorme. 5500 si je me trompe pas. Donc elle est toujours en ligne, hein, mais bien sûr inactive maintenant. Mais il y a plus d'argent dessus. Il y a plus d'argent. Et 122%. Et ça suffit du coup. On avait après, on est resté quand même. On est resté 3 mois au Brésil. C'est pour ça, donc Mais alors on n'y est pas allé en mode hôtel, vol interne. Comment ça s'est passé? En fait, on avait gagné un peu d'argent avec l'équipe, peut-être 2 000 €. Enfin, on avait un budget en tout de même pas entre 8 et 10 000 € pour 3 mois au Brésil. D'accord. Donc il fallait payer les billets d'avion, l'hébergement, etc. Donc l'hébergement, déjà, on a fait chez l'habitant. On est allé c'était pas dans un des meilleurs quartiers de Rio, et on était chez quelqu'un, chez une femme qui nous a hébergé, qui nous a prêté une chambre. On dormait dans la même chambre. On avait chacun 2 petits lits. Et pour les déplacements internes, en fait, on a fait un maximum de matchs à Rio, donc on est resté vraiment très longtemps à Rio. Okay. Tu pourrais me citer un des matchs les plus marquants que tu as fait à Rio? Alors à Rio? Oui. À Rio, je te dirais, je crois que c'était un 8e de finale. Ok. C'était Uruguay-Colombie. L'ambiance était extraordinaire. Il y avait la moitié du stade uruguayen, la moitié du stade colombien. James Rodriguez Prime à l'époque. C'était au Maracana. Et justement, James Rodriguez avait mis un doublé. Et un doublé fantastique. Une reprise de volée du gauche sous la barre et tout. C'est celle-là. Et là, vraiment, je me rappelle de ce match parce qu'il y avait une ambiance extraordinaire au Maracana. Maracana, c'est le temple du football. Et surtout, après le match, j'avais vu un truc, c'est que nous, en plus, on pouvait aller en zone mixte, donc pour interviewer les joueurs, etc. Et les journalistes sud-américains, ils ont une proximité vraiment très particulière avec leurs joueurs, avec leur équipe nationale. C'est-à-dire que c'est des journalistes, mais qui sont aussi très supporters. Si tu vas voir l'équipe de France au Stade de France, les journalistes de l'équipe ou du Parisien, ils auront pas des écharpes de l'équipe de France, ils vont pas hurler sur les buts et tout. Bien sûr. Alors que là-bas, ils sont comme des dingues. Ouais. Et donc les journalistes colombiens, ils attendaient tous en zone mixte. Et quand James Rodriguez est sorti, ils l'ont applaudi, ils le prenaient dans leurs bras, ils pleuraient, ils prenaient James dans leurs bras, ils pleuraient et tout. Donc c'est vraiment, en Amérique du Sud, c'est un autre niveau de passion. La culture est différente, je pense, par rapport au foot. Oui, parce comme une religion, on le voit en Argentine avec Messi, etc. Donc c'est des pays de foot. Voilà, la France, c'est pas un pays de foot, c'est un pays de sport, mais le foot, là-bas, c'est leur vie. C'est foot matin, midi et soir. Voilà. Donc ça, c'est un match très marquant. Mais pour revenir à notre budget et à ce qu'on a fait. Par exemple, le match d'ouverture, on voulait absolument y aller. C'était Brésil-Croatie. Il était à São Paulo. Et quand tu regardes une carte du Brésil, tu te dis, São Paulo, c'est pas loin de Rio, en vrai. Bon, en fait, c'est loin, parce que le Brésil, c'est grand. Mais t'as l'impression que les deux villes sont collées. Donc, on s'était dit, on n'avait pas les moyens de prendre un vol. Le vol, c'est 1 heure d'avion. Et on y allait en bus. Et là, c'était, tu dis 2 mégalopoles de 15-20 millions d'habitants. La seule route qui relie les deux villes, c'est une petite 2x2 voies avec des nids de poules et tout. Le bus, on a mis 6 ou 7 heures de bus. C'était un truc de fou. À vivre à deux avec ton ami. C'est incroyable. Mais c'est un sacré souvenir. On a passé 1 semaine ensuite à Sao Paulo. On a fait le match d'ouverture. Là-bas, on dormait chez l'habitant aussi. On avait trouvé un couple, un couple de Français qui étaient expatriés au Brésil et qui nous avaient hébergés. Et ensuite de Rio, on avait passer 1 semaine à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Donc là, on avait pris un avion.
Et pendant cette semaine à Porto Alegre, on allait voir plusieurs matchs, dont le premier match de l'équipe de France, France-Honduras 3-0 avec le doublé de Karim Benzema. Bien sûr, très bien. Tu avais pu voir le match, si je me trompe pas, France-Allemagne, la défaite 1-0. Oui, c'était au Maracana aussi. C'est ça. C'était en quart de finale. Donc France-Allemagne, quart de finale, 1-0, but de Hummels, je crois, sur un corner. C'est ça, sur une tête, si je me trompe pas. C'est ça. Et avec notamment un arrêt énorme de Neuer sur Karim Benzema. Mais on était à ce match, c'était au Maracana et on était présents à ce match. D'accord. Et pour la phase finale, mais un peu plus haute, les demi-finales, petite finale et finale, tu as pu assister ou pas? Ouais, alors on est allé à la demi-finale Argentine-Pays-Bas, qui était à Sao Paulo. On est retourné à Sao Paulo, encore en bus. Comme quoi le bus. Ouais, ça marche. Hein. Et ensuite la finale est Allemagne-Argentine. Très bien. On était au Maracana aussi. Mais avant de parler de la finale, j'aimerais revenir sur un élément très marquant. Ouais. La défaite du Brésil 7-1 contre l'Allemagne. Bah là, on n'était pas au stade parce que c'était à Belo Horizonte. C'était vraiment trop loin. Il fallait encore prendre un avion et tout. Donc on avait choisi de suivre ce match dans la fan zone. De Copacabana en fait, mais c'était une fanzone FIFA énorme. En fait, c'était toute la plage de Copacabana, qui est une des plus grandes plages du monde. Combien de personnes? Environ un millier, tu penses? C'est quasiment 1 million. Là. Ah ok, je pensais plus. Je crois qu'il y avait 800 000 personnes, voire 1 million. Ok, d'accord. Donc c'est l'équivalent de 10 stades, de 10 Maracana, voire plus. Ouais, c'est d'accord. Donc c'était vraiment, la plage était noire de monde avec des écrans. Alors bien sûr, il y a un écran géant tout au fond, comme dans un concert, mais il y a des écrans aussi intermédiaires, des écrans géants intermédiaires pour que les gens y puissent voir. Et nous, en tant que journalistes, on était un peu à l'arrière, un peu surélevés, donc on voyait vraiment la foule, etc. Et ce match, c'est allé très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, je crois, il y avait 5-0. Oui, déjà. Au bout de 25 minutes. Rien, au bout de 5 minutes. Au bout de 20 minutes, il y avait 5-0, je crois, ou 25 minutes. Et là, c'était incroyable parce que c'était plus que de la tristesse et on a senti même de la tension, parce que les Brésiliens, ils attendaient que ça. Ils avaient eu vraiment comment dire, c'était horrible pour eux parce que Neymar s'était blessé face à la Colombie. Il avait pris un coup dans le dos. Ouais. Un truc horrible, une faute horrible d'un Colombien. Et il était pas là. Il avait laissé son équipe face à l'Allemagne. Alors, s'il avait été là, peut-être que ça aurait rien changé, mais en tout cas, ce match, je pense que c'est un des moments les plus durs de l'histoire du Brésil en Coupe du Monde parce que c'était chez eux. Le Copacabana noir de monde. Et tout de suite après le coup de sifflet final, alors qu'il pleuvait jamais, il s'est mis à pleuvoir, vraiment une averse incroyable, un orage incroyable. Tout le monde est rentré. Il y avait vraiment une très mauvaise ambiance, alors que il y a toujours eu une super ambiance cette Coupe du Monde. Là, il y avait une très mauvaise ambiance, très très tendue, et beaucoup de pleurs des gens. Vraiment, ils étaient démoralisés, les gens. Et surtout qu'il y avait les Argentins qui s'étaient déplacés en force au Brésil parce qu'ils sont frontaliers. Ils étaient tous venus en voiture, en van, etc. Et les Argentins, tous les jours, ils étaient sur Copacabana et ils chantaient, vous êtes éliminés et on va ramener la coupe à la maison. Et en plus, ils l'ont fait. Oui, donc, ils avaient une chanson qui reste dans la tête où ils disent Maradona est plus grand que Pelé, etc. Et ça a été très dur à vivre pour les Brésiliens. D'accord. Pour finir sur la finale, gagnée ensuite par l'Allemagne, tu as pu la vivre cette fois-ci? Tu m'as parlé un peu de ça, mais concrètement, à la fin du match, une fois que l'Allemagne gagne cette Coupe du Monde, comment ça s'est passé ensuite pour toi? Bah là, ouais, il y avait un but de Mario Götze dans la prolongation, je crois. Oui, à la fin. En fait, comme on était dans la tribune de presse, juste en dessous de nous, on a vu les Allemands venir soulever la coupe. On a vu aussi Messi c'est pour ça, j'attendais ça. Voilà. Récupérer son trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Qui peut-être qu'il méritait pas d'ailleurs, mais bon, c'était Messi et il était vraiment dégoûté, quoi. C'était dur pour Messi. À ce moment-là, on se dit Messi, est-ce qu'il va gagner la Coupe du Monde? En 2018, il se fait encore éliminer par la France. Donc bon, il y a eu 2022 ensuite, mais on va passer ça. Mais c'était 8 ans plus tard, où il a été extraordinaire. Mais là, en 2014. J'ai pas le souvenir d'une grande finale. C'était pas une grande finale. D'ailleurs, les matchs de l'Argentine n'étaient pas des grands matchs. Même Argentine-Pays-Bas, la demi-finale, c'était un petit match. Mais l'Allemagne avait une génération exceptionnelle, la génération Neuer, Hummels, Boateng derrière. Très grande équipe. Ouais, très Kroos au milieu. Voilà. Ozil, Khedira, si je me trompe pas. Ozil, Khedira. Ouais, non, il y avait vraiment une très grosse équipe. Et voilà, c'est pas un souvenir inoubliable, mais c'est quand même le souvenir de se dire bon,
j'étais présent dans le stade pour une finale de Coupe du Monde au Maracana. À quel âge? 24 ans, 25 ans environ, peut-être. 2014 ? Ouais. J'avais 26 ans. 26 ans, j'étais presque. Ouais. Bon, c'est ça, à 26 ans, c'est incroyable. Bon, Hugo, en tout cas, je te remercie pour cette première partie consacrée à ton parcours à la Coupe du Monde. Et on va passer maintenant tout de suite à la partie 2 sur la suite de ton parcours professionnel. D'accord, allons-y. Et Hugo, c'est parti. En route pour la partie 2 sur Karim Benzema. Alors hier, quelque chose de très fort est arrivé. Tu as interviewé avec Loïc Tanzi Karim Benzema. Donc sur un potentiel retour en équipe de France, donc incroyable. Mais avant de parler de ça, j'ai pu remarquer sur une Twitter une publication épinglée de Benzema sur ton profil. Donc qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça et si Benzema représente quelque chose pour toi? Ça représente beaucoup de choses pour moi parce qu'on a à peu près le même âge. Moi, je suis né en mai 88 et lui en décembre 87. Donc, en fait, quand j'avais 17-18 ans, que j'étais au lycée, comme on l'a dit tout à l'heure, je supportais l'OL, etc. Et lui, pareil, à 17-18 ans, il commençait à jouer en pro. Et en fait, j'ai accompagné toute sa carrière. Je suis devenu adulte en suivant sa carrière. Et je suis devenu aussi journaliste en suivant sa carrière. Et j'ai fini par l'interviewer plusieurs fois et nouer une relation vraiment particulière avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup déjà humainement, mais aussi quand il parle de foot, il est toujours très intéressant sur le sujet du foot. Il en parle de manière, je trouve, avec ses mots, mais de manière passionnante. La première fois, j'avais réussi à décrocher une interview vraiment en exclusivité mondiale parce que il venait d'être rappelé le jeudi par Didier Deschamps en équipe de France. Et là, à ce moment-là, il y a 800 ou 1000 médias du monde entier qui veulent l'interviewer parce que ça fait 6 ans qu'il est banni. Bien sûr. Et donc là, on est le jeudi. Il joue le samedi avec le Real. Le dimanche, pour aller à Clairefontaine, il passe par Lyon. Le lundi, il est à Clairefontaine, donc il faut que je fasse l'interview le dimanche. Et le dimanche, à Lyon, j'arrive à avoir l'interview avec lui. On passe vraiment un long moment et il m'explique pourquoi il est content de revenir en équipe de France, tout ça. Donc là, c'était une exclue extraordinaire qui a fait la une de l'équipe. C'était un gros coup pour moi, très valorisant et j'avais passé un super moment avec lui. À partir de là, on a développé une relation un petit peu de confiance. J'ai refait une interview avec lui en avril 2022 quand il marchait sur l'eau en Ligue des Champions. Et qu'en fait, il était en train de poser les bases de son ballon d'or. Et cette interview-là, je l'avais fait dans les vestiaires du Real Madrid. Donc, on était assis tous les deux sur les bancs du vestiaire. C'était un moment aussi extraordinaire devant la place de Modric. Et il y avait son fils qui était là aussi, à Karim. Donc, voilà, il représente beaucoup de choses parce que c'est le football vraiment que j'aime. C'est un foot aussi un petit peu à l'ancienne. C'est un football technique, un football collectif, de 1-2, d'association avec les autres joueurs. C'est à la fois un buteur, mais aussi un numéro 10, qui a des références qui me parlent, comme Zidane, comme Ronaldo R9. Bien sûr. Des joueurs que j'ai adorés moi aussi quand j'étais enfant. Et puis pourquoi ce tweet épinglé? Parce que quand Benzema a été écarté de l'équipe de France pendant 6 ans, tout au début, en fait, j'ai choisi cette photo. C'est une photo où il a le drapeau de la France. C'est ça, en 2016. En 2016. C'est une photo qui date du match contre l'Ukraine. Donc en 2013, le barrage qui envoie l'équipe de France avec Mamadou Sakho et Benzema avec qui le marque. doublé de Mamadou Sakho et le but de Benzema. Benzema avait été extraordinaire sur match retour 3-0 alors qu'ils avaient perdu 2-0 l'aller. Match retour 3-0 et voilà, Benzema envoie l'équipe de France à la Coupe du Monde 2014, celle où je suis allé. Et il a le drapeau de la France à ce moment-là. Et quand il a été banni, il y a vraiment, c'est allé vraiment beaucoup trop loin pour moi. C'est-à-dire que la sphère politique s'est emparée de cette histoire. Benzema est passé pour un mauvais Français. Bien sûr. Les histoires de Marseillaise et tout, ça m'a dégoûté. Et c'était une manière de le soutenir. Et ce tweet épinglé, je l'ai mis en 2016. Ça fait bientôt 10 ans qu'il est épinglé. Et j'ai pas envie de l'enlever parce que voilà, pour moi, Benzema, c'est un bon Français. C'est d'ailleurs un meilleur Français que beaucoup de Français qu'on estime être des bons Français, des milliardaires, etc. Parce que lui, il paye ses impôts en France. Exactement. Voilà. Ça avait été révélé par Mediapart. Il a ses sociétés en France, il fait travailler beaucoup de monde, il paye ses impôts en France. Donc, il a joué pour l'équipe de France. Ça a pas fonctionné. Il a gagné un titre, la Ligue des Nations. Mais bon, peut-être qu'il reviendra en 2026, on n'en sait rien, ou même après avec Zidane. Mais
Voilà, ce tweet épinglé, c'était dans la période où vraiment tout le monde lui avait tourné le dos. Moi, je voulais pas lui tourner le dos parce que c'est le joueur et l'homme que j'apprécie. Ouais. Bien sûr, moi tout comme toi, une histoire assez particulière. Je suis fan de Benzema, mon père est brondillant, est né donc dans le même quartier que Ah oui, t'es Rayon. Bien sûr, t'es Rayon, 69-500 pour ceux qui ne connaissent pas. Et depuis petit, j'ai toujours baigné dans cela, c'est-à-dire que le premier maillot que j'ai eu, c'est le maillot bleu de Benzema, année 2009-2010. 2008-2009, pardon. Donc c'était vraiment incroyable. J'ai toujours été fan de lui. C'était un exemple pour moi, décrié par toute la France. Après toutes les affaires, il a quand même réussi à revenir, donc c'était incroyable. Et par rapport à ça, en 2021, j'ai été en terminale. Son retour en équipe de France en 2021, la France, les matchs qualitativement, c'était pas vraiment ça. Et à son retour, j'ai revu l'équipe de France jouer. Je pense à un match France-Finlande, association Benzema-Griezmann, avec les nœuds qui faisaient, c'était incroyable. Malheureusement, on perd l'Euro contre la Suisse. Tu aurais des mots à me dire par rapport à cela? Non, mais ça, c'est des choses... C'est des choses qui arrivent de se faire éliminer au tir au but. Mais là, contre la Suisse, c'est un match que l'équipe de France menait 3-1. Ils auraient jamais dû perdre ce match. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur la Ligue des Nations et sur l'Euro. On a vu un niveau de jeu en équipe de France, un niveau de jeu offensif et un plaisir surtout à avoir joué les Bleus. Même il y a eu un but au Stade de France contre le Danemark. Une de Nkoukou, si je me trompe pas. Ouais. Oh, non, c'est mais incroyable. voilà, on a vu du foot. En Ligue des Nations, le but contre l'Espagne, contre la Belgique. Non, c'était vraiment là, l'équipe de France, on kiffait voir l'équipe de France, alors que sous Didier Deschamps, on dit souvent, voilà, le jeu, c'est pas terrible, on est plus défensif, physique, voilà, c'est... Avec Benzema, ça a tout changé. C'est un joueur que tu mets dans une équipe, il apporte un lien entre le milieu, l'attaque, il peut jouer avec tout le monde. Créativité. Voilà, extraordinaire. Donc, au moins pour ça, c'était un retour réussi. Ouais. Pour moi, il peut avoir aussi un rôle d'accompagnateur, c'est-à-dire, on l'a vu avec Vinicius. Vinicius, décrit au début en 2019, il l'a fait grandir, il l'a vu grandir. Et aujourd'hui, même si c'est un peu moins bien en ce moment, ça a été l'un des meilleurs joueurs du monde il y a 1 an et demi. Malheureusement, il a fini 2e au Ballon d'Or. Mais pour moi, Benzema peut vraiment avoir ce rôle. Par rapport à l'interview que tu as réalisée avec Benzema, j'aimerais savoir comment cela s'est passé, si tu peux m'en dire davantage, si c'est lui qui est venu à toi, vous qui êtes venu à lui, ou si c'est confidentiel. Non, des mots à me dire. Il y a tout le monde qui veut l'interviewer, donc c'est nous qui venons à lui, et après c'est la relation, les bonnes relations qu'on a ensemble et tout qui font que au bout d'un moment on arrive à décrocher l'interview. Après, je pense qu'il avait aussi des messages à passer. C'était la trêve là pour lui en Arabie Saoudite, donc ils étaient à Dubaï avec son équipe. C'est là-bas qu'on a réalisé l'interview et les messages à passer, c'est que au-delà d'avoir envie de revenir en équipe de France, c'est surtout l'envie de jouer la Coupe du Monde. C'est la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Modric, des joueurs qui sont à sa mesure en fait. C'est les joueurs qui ont remporté le Ballon d'Or avant lui. Et donc lui, il se dit voilà, moi aussi, il faut que j'y sois parce que il a tout gagné. Il a gagné 4 ou 5 Ligues des Champions. 5, c'est ça. Championnat de France, championnat d'Espagne. Enfin, il a tout gagné. Ligue des Nations, équipe Ballon d'Or, Pichichi. Ballon d'Or, Pichichi, il a tout. Et donc là, il lui manquait, la Coupe du Monde en fait. Il lui manque. S'il arrête sa carrière et qu'il a pas gagné la Coupe du Monde, ce sera pas le seul grand joueur dans ce cas. Mais alors là, s'il la gagne, ça serait un truc de fou. Donc il y avait aussi la volonté pour lui, je pense, de passer des messages qu'il a passé dans l'interview. D'accord. Et éventuellement, si on avait un retour de Karim Benzema, où verrais-tu le jouer? Parce qu'actuellement... Avant-centre. Mbappé... Pour moi, il n'y a pas d'avant-centre en équipe de France. C'est ça. Ça tourne entre Thuram et Koulibaly. Non, mais il joue à l'aile gauche maintenant. C'est pas des titulaires. En réalité, les deux avant-centres aujourd'hui de l'équipe de France, c'est Mbappé parce qu'il a décidé de s'installer dans cette position. C'est dans cette position qu'il joue au Real. Pour moi, c'est pas sa meilleure position. Et même pour Benzema, d'ailleurs, Benzema, il estime que Mbappé, c'est un joueur, il peut faire encore plus mal quand il joue côté gauche et marquer d'ailleurs autant de buts. Mais Benzema, il a vraiment toutes les caractéristiques de l'avant-centre, les appels de l'avant-centre, les petits appels contre-appels dans la surface, les décrochages, le jeu associatif, etc. C'est l'avant-centre par excellence. Donc, s'il revient en équipe de France, c'est pour jouer avant-centre. Il y a aussi Dembélé qui joue avant-centre maintenant au PSG, mais dans un contexte très particulier, c'est-à-dire dans le PSG de Luis Enrique. L'équipe de France de Deschamps, c'est pas du tout les mêmes circuits du ballon, les mêmes schémas de jeu. Donc, je sais pas si Dembélé peut jouer avant-centre réellement en équipe de France comme il le fait au PSG. Voilà. Si Benzema revient en équipe de France, c'est pour jouer avant-centtre. Et tu verrais, tu vois, la France a 4 attaquants à la Coupe du Monde, avec peut-être Cherki en meneur de jeu, Benzema devant, Mbappé. Ouais, alors Cherki, je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Peut-être avec l'année qu'il va faire à City.
peut-être. Bien sûr, mais moi je pense que Cherki, ça sera vraiment le joueur qui sera là pour faire la différence dans les 15-20 dernières minutes, pour apporter du déséquilibre, etc. Mais tu peux très bien imaginer une attaque avec Olysée, Benzema, Dembélé, Mbappé. Bien sûr. Ça, parce que pour moi, Olysée, vu ce qu'il fait au Bayern, il est trop fort. Il va être titulaire à la Coupe du Monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Et puis, même en équipe de France, il est en train de faire sa place. Il peut jouer soit derrière l'attaquant, Benzema, soit sur le côté droit. Voilà, à voir avec Dembélé. Droit, bien sûr. Dembélé, il peut jouer aussi à droite et dans l'axe. Et puis Mbappé à gauche. Le problème, c'est que Mbappé va vouloir jouer dans l'axe. Donc, bon, je sais pas comment ça va se passer. Mais... En tout cas, Benzema, il n'est pas encore revenu en équipe de France. Même si on le souhaite, il n'est pas encore revenu. Et pour ceux qui ne savent pas, la Saudi Pro League diffusée par Zak Nani, donc très content de cela aussi. Benzema a été élu meilleur joueur d'Arabie Saoudite l'an passé, donc il est toujours au niveau techniquement. Physiquement, je l'ai vu, physiquement c'est abusé. Là. Il est plus en forme physiquement à 38 ans qu'à 25. Et on le voit sur ses réseaux, toujours en forme, sachant que Benzema, ça a été vraiment une pente ascendante, comme on l'a vu, c'était un meilleur joueur comparé à ses 25 ans qu'à ses 34 ans, où il gagne son ballon d'or en 2022. Donc voilà par rapport à ceci. Maintenant, par rapport à l'entretien que tu as fait avec Karim Benzema, comment tu l'as senti ? Détendu, apaisé. On a vu qu'il n'a pas souhaité parler de son, comment dire... Son vrai faux départ 2022. C'est ça. Mais pour toi, c'est oublié pour lui ? Je sais pas si c'est oublié, en tout cas, c'est pas digéré, mais en tout cas, là, dans une interview où il entrouvre la porte à l'équipe de France, c'était pas le moment d'envoyer des flèches à Didier Deschamps. Donc, il était dans une démarche d'apaisement par rapport à ça et il a pas voulu en reparler. Peut-être qu'un jour, il en reparlera, probablement même à sa retraite, j'en sais rien. Il dira sa vérité. Mais là, il avait pas envie d'en parler, donc il a joué l'apaisement et voilà, il a dit on va pas en parler pendant 30 ans, on passe à autre chose. Donc, il y avait pas de sujet là-dessus. Je l'ai senti intéressé, il était intéressant aussi, il était apaisé, il était plutôt détendu parce que bon, c'est la 3e ou 4e fois que je le fais en interview, donc même si là on était 2 avec mon camarade Loïc Tanzi, mais il était vraiment très très détendu, très ouvert. Très bien, merci à toi. Imaginons que Benzema ne revienne pas en équipe de France, malheureusement. Tu penses à l'Euro 2028 où il sera un peu trop tard sous l'ère Zidane? Là, il sera quasiment sur ses 40 ans. Il a dit qu'il peut jouer encore 2 ans. Donc... Bien sûr, mais en tout état de cause, il sera encore en carrière, donc il jouera encore. Où jouera-t-il? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera encore en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il sera allé ailleurs, revenu en Europe? Aller aux États-Unis, j'en sais rien. Donc ça dépend aussi où il jouera à ce moment-là. S'il continue à jouer en Saudi Pro League, le championnat fait que progresser et il aura probablement le niveau. S'il revient en Europe, il aura le niveau aussi. Après, il a une relation vraiment très très particulière avec Zidane. C'est comme son frère. Donc, il l'a dit en interview que peu importe où Zidane ira, il réussira. Donc c'est possible que s'il fasse pas la Coupe du Monde 2026, Zidane, au moment de reprendre l'équipe de France, sur le premier rassemblement, rappelle Benzema. Bien sûr. Très bien. Merci à toi Hugo pour toutes ces questions et réponses sur Karim Benzema. Maintenant, nous allons passer à la 4e partie, plutôt à la 3e, sur l'Olympique lyonnais, les finances et les perspectives. Hugo, nous allons passer maintenant à la partie sur l'Olympique lyonnais. Comme tout le monde le sait, tu suis l'Olympique lyonnais depuis un grand nombre d'années. Tu as tissé des liens avec Juninho, Jean-Michel Aulas. Et j'aimerais revenir sur une phrase sur ton profil Twitter. Journaliste de quartier. Ah, journaliste de quartier, c'est ma bio ça. Bien sûr. Tout le monde m'appelle le journaliste de quartier. Dis-moi d'où vient cela et pourquoi l'avoir gardé? J'ai été baptisé le journaliste de quartier par Jean-Michel Aulas, avec qui on a eu une relation mouvementée, on va dire, quand il était président de l'OL. Parce que j'écrivais pas des choses qui lui faisaient toujours plaisir. Et en fait, un jour, il a voulu être méprisant. Et en fait, Aulas, il était très actif sur Twitter à l'époque. Maintenant X, mais ça s'appelait Twitter à l'époque. Il était très très actif et il attaquait beaucoup les journalistes. Et un jour, j'avais sorti un article qui lui avait pas plu. Et il m'avait affiché en disant et Hugo Guillemet, ce journaliste de quartier. Et en fait, il a dit ça parce qu'il a voulu un petit peu m'humilier, être méprisant et dire journaliste de quartier comme il a voulu dire ce journaliste d'une petite locale, d'une petite zone là, voilà. Sauf que tout le monde l'a pris pour le quartier, le journaliste qui vient du quartier. Alors que pas du tout, je pense. Alors que pas du tout. C'est ça. Tout le monde l'a pris pour je viens du quartier, je suis en jogging et tout, je suis un mec de quartier. Et je trouvais ça marrant. Et en fait, ma première réaction, plutôt que répondre dans l'invective,
ça a été de rigoler et de le mettre en bio. Je suis journaliste de quartier parce que déjà je trouve ça pas bien de mépriser les gens qui travaillent même dans des locales. Moi, j'ai commencé dans une locale à Lyon, à Givors, quand j'étais en alternance. Une locale, c'est-à-dire qu'on raconte ce qui se passe dans le quartier, on fait les mariages, on fait les faits divers, on fait les conseils municipaux. Donc c'est hyper formateur et c'est important qu'il y ait des journalistes aussi de local. Donc il faut pas mépriser ces gens-là, c'est des journalistes qui sont aussi importants que les autres et que moi aujourd'hui qui fais des trucs nationaux sur le foot. C'est une appellation plutôt marrante au final. Aujourd'hui tout le monde m'appelle le journaliste de quartier, donc moi ça me fait rire en fait. J'ai pas d'ego par rapport à ça, donc c'est pour ça que la marque de fabrique désormais. Ouais voilà, c'est pour ça que j'ai laissé ça. Ouais. Super. Deuxième phrase. I Receive the ball. Nabil Fekir. Ça c'est une dédicace à Nabil Fekir que j'ai adoré vraiment. Après Benzema, c'est peut-être le joueur pour lequel j'ai eu le plus d'affection. Un garçon très discret, etc., mais un talent extraordinaire. Nabil Fekir, avant qu'il se blesse gravement en octobre 2015, d'ailleurs il se blesse sur un match au Portugal où le duo d'attaque de l'équipe de France, c'est Benzema Fekir. Et je pense que ce duo d'attaque, il était amené à durer. À évoluer. Mais parce que Fekir, il avait un niveau extraordinaire. C'était le meilleur joueur du championnat de France, largement, avant de se blesser. Et voilà, j'adorais ce joueur. Et bon, après, quand il revient de blessure, etc., il a jamais retrouvé vraiment l'explosivité et tout qu'il avait avant. Ça a continué à être quand même un très très bon joueur. D'accord. Il a fait des grosses saisons avec l'OL. Et notamment 2018-2019 où l'OL va gagner à Manchester City et il marque et il fait une interview monumentale en anglais où il parle pas anglais mais voilà, le journaliste lui pose la question, il lui demande de raconter son but en anglais et lui il dit the goal, explication, ok, non il dit pas so, il dit donc Memphis give me a good pass. C'est ça. I recoup the ball. Non, I recoup the ball. Memphis give me a good pass. I shot and I score. Ouais, c'est ça. I score. Super. Et le I recoup the ball, je trouve ça extraordinaire parce que le récup, il est extraordinaire. C'est genre, il a francisé, il a dit en anglais le mot français. Il parle au présent, allez. Voilà. I recoup the ball. Extraordinaire. Donc, je l'ai mis parce que, moi, même au five, je suis plutôt un gratteur de ballon, un défenseur, un récupérateur. Donc, ça me fait marrer cette phrase. C'est une dédicace aussi à Nabil Fekir. Quand il était blessé, j'avais compté les jours. J'avais sur mon Twitter, tous les jours, j'avais mis jour 1 sans Fekir, jour 2, jour 3, jusqu'à 350 jours. J'avais tenu tous les jours. Donc, voilà, c'est une dédicace à Fekir. Ouais. Très bien. Et tu penses que cette blessure, c'est à cause de cela qu'il n'a pas pu aller à Liverpool? Oui, bien sûr. C'est à cause de son genou. Ouais, c'est sûr. Mais Memphis, sans sa blessure, il faisait une carrière de top 5 Ballon d'Or. Il aurait été vraiment un joueur prépondérant de l'équipe de France. Non, Fekir, il gagne la Coupe du Monde 2018 en tant que remplaçant. Bon, même s'il rentrait souvent, il rentrait à tous les matchs, mais il avait déjà un très gros niveau en 2018, mais c'était rien comparé à 2015 avant sa blessure. 2015 avant sa blessure, il y a du Messi, il a une explosivité en plus de sa technique qui est extraordinaire. Et après, quand il est revenu, il avait toujours son sens du jeu, son physique, etc. et sa technique, mais il avait perdu cette explosivité, cette vitesse. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, personne n'aurait cru un jour qu'il partirait au Betis Séville, même s'il a fait une carrière là-bas incroyable, il a gagné la Coupe du Roi. Il a fini capitaine. C'est ça, bien sûr, c'était un très grand joueur et je pense que maintenant c'est une légende du Betis Séville. Et pour finir sur Fekir, moi j'ai une action qui est gravée en moi, j'étais au stade à ce moment-là, le coup franc qu'il marque contre le Paris Saint-Germain, pied gauche, le gardien, Navas ou Areola qui sort un peu, il la roule, pied gauche, ça rentre. Tu aurais une action marquante de Nabil Fekir, action, but, ce que tu veux, ou un fait marquant de Nabil Fekir? Ouais, je me souviens d'un match à Montpellier où il marque d'un ballon piqué, mais extraordinaire. Quoi. C'est là que je te dis, il y a du Messi. Sur ce ballon-là, je crois que c'était en 2014, c'était à ses débuts. Voilà, il avait 20-21 ans et il avait mis un doublé à Montpellier où il s'était vraiment baladé et dont vraiment un ballon piqué d'une finesse extraordinaire. Très bien. Pour revenir sur l'OL, quel serait ton regard de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui? C'est difficile, hein. C'est peut-être aujourd'hui l'effectif le plus faible de l'OL depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans, depuis la fin des années 90 en fait.
Et la chance de l'OL, c'est qu'il y avait déjà un excellent coach avec Pierre Sage, on le voit avec ce qu'il fait à Lens. Mais il y a un très bon coach avec Fonseca aussi. Et je pense que Paulo Fonseca, c'est le coach dont l'OL a besoin pour tirer le maximum d'un effectif très moyen. C'est-à-dire qu'il a une telle rigueur tactique et son équipe est tellement bien organisée tactiquement que même si elle manque forcément de talent, parce que c'est ça qui manque à l'OL, c'est du talent et notamment du talent offensif. Il y a quand même des résultats. Donc c'est une équipe malheureusement qui est très bien organisée mais qui souffre de son manque de talent, son manque de qualité technique. Voilà, je pense que ça ira beaucoup mieux à partir du mois de janvier-février quand Malik Fofana et Ernest Nuama seront revenus, quand ils auront peut-être recruté Hendrick devant. Donc voilà, ils ont besoin de renforts offensifs. En parlant de Hendrick, si Hendrick viendrait, du coup, ça serait pour la trêve hivernale. Ouais, ça serait au mois de janvier. C'est ça. Au mois de janvier pour jouer jusqu'au mois de mai, parce que Hendrick, dans sa tête, lui, ce qu'il veut, c'est jouer la Coupe du Monde. Et pour jouer la Coupe du Monde, il a besoin de faire au moins 20 matchs sur la deuxième partie de saison, parce que là, il est plus appelé en équipe du Brésil. C'est ça. Et les 20 matchs, c'est sûr qu'il les fera pas au Real. Donc il a besoin d'être prêté. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison sur le fait que Hendrick est rentré au jeu au dernier match contre Manchester City? C'est un signe ou pas vraiment? C'est seulement parce que Mbappé n'était pas là et qu'il fallait le faire rentrer? Bah oui, et puis c'est que Xabi Alonso cherche aussi des solutions pour renverser la spirale de mauvais résultats. Et donc il y a des joueurs sur lesquels il comptait pas, comme Brahim Diaz ou Hendrick, qu'il essaye un peu de faire jouer pour voir si ça peut fonctionner avec eux. Donc ça aussi c'est un risque. Si Hendrick est totalement relancé au Real, c'est sûr qu'il ne voudra plus partir en prêt. Donc voilà, il faut attendre un petit peu, il faut voir comment la situation de Xabi Alonso évolue, la blessure de Mbappé aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que Mbappé, c'est l'avancement titulaire du Real. Xabi Alonso ou un autre coach, ils vont faire jouer Mbappé. Donc Hendrick, il aura moins de temps de jeu en restant au Real que s'il va en prêt. Bien sûr, entre Bellingham qui est un offensif, Arda Güler, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, aussi, qui est avançant, qui passe devant Hendrick dans la tête de Xabi Alonso. Bien sûr, il y a un peu trop de monde, donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc espérons qu'il vienne à l'OL. Hugo, tu as mentionné que Fonseca arrive à faire avec des joueurs moyens. Tu as totalement raison. On le voit avec des recrutements. Avec des joueurs qu'on ne connaissait pas vraiment, comme Tyler Morton, qui est pour moi l'un des meilleurs milieux. Ça, c'est un bon recrutement pour le coup. C'est ça. Ouais. Je me rappelle, tout le monde disait 10 millions plus des bonus, mais c'est trop cher, etc. Alors que finalement, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain, même de Ligue 1. Bien sûr, il y a des Neves, etc., un peu en dessous, qui sont même largement au-dessus. Mais toi, qu'est-ce que tu penserais du coup de ce recrutement par rapport à Tyler Morton, milieu de terrain? Tyler Morton, c'est la meilleure recrue de l'été. D'accord. Sans discussion. D'accord. Les autres, tu peux avoir des débats, etc. Sur Morton, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que pour 10 millions, l'OL peut déjà le revendre plus du double avec ce qu'il montre. Un Anglais, après un de première ligue. Non, mais il est très complet. Il est agressif, mais il est aussi très joueur et c'est vraiment techniquement, il est très fort. Ouais, c'est vraiment un milieu qui change la face de l'équipe parce que il permet d'exercer une domination, de garder le ballon, etc. Il joue toujours vers l'avant, il voit avant les autres, il voit des très bonnes passes, des décalages. C'est un joueur, je pense, que Liverpool aurait pu garder dans son effectif et faire jouer. Parce que même à Liverpool, il était bon à chaque fois qu'il jouait. Les prêts qu'il avait fait en Championship, les prêts qu'il avait fait en Championship étaient très bons. Voilà, bon, après, il était un peu bouché, mais il est international espoir anglais, champion d'Europe. Donc voilà, c'est pas le mec sorti de nulle part. Donc c'est un joueur avec des références, encore très jeune et qui est promis à un grand avenir. Et en tout cas, l'OL a fait une très bonne affaire parce que le jour où ils vont le vendre, que ce soit en fin de saison ou dans un an et demi ou dans 2 ans, ça va être une très grosse vente pour l'OL. Super. Et par rapport à notre joueur, Alfonso Moreira, comme tu l'as dit, on aura au mois de janvier le retour de Nuama, Fofana, potentiellement Hendrick. Quel sera selon toi le rôle qu'aura Alfonso Moreira? Un rôle de super sub? Il pourrait jouer sous l'aile droite peut-être? Je ne sais pas. Son intégration à lui est très réussie. C'est une autre satisfaction du recrutement parce qu'il a été recruté pour seulement 2 millions d'euros dans la réserve du Sporting Portugal. Il a très bien rempli son rôle de super sub au départ. Et puis quand Fofana s'est blessé, il a été propulsé un petit peu titulaire. Et là encore, il a assumé ce rôle. C'est un joueur qui fait énormément d'efforts, qui triche jamais. Donc ça plaît beaucoup au staff, à Fonseca, parce que il fait tous les retours défensifs. Il fait les appels aussi. L'OL est une équipe qui offensivement manque de joueurs qui font des appels dans la profondeur pour déstabiliser le bloc, pour écarter les lignes. Lui, il le fait tout le temps. Alors c'est vrai qu'avec le ballon,
parfois et même souvent, il fait les mauvais choix, il manque de lucidité. Mais c'est un joueur pour l'instant qui remplit complètement les attentes, qui répond complètement aux attentes qui ont été placées en lui, même au-delà des attentes, et qui a un comportement exemplaire au quotidien, à l'entraînement et en match. Très bien. Pour revenir maintenant sur la formation lyonnaise. Actuellement, l'OL est un peu en difficulté économique. On voit que maintenant, Molembe a été intégré avec l'équipe 1, ne joue pas vraiment. Est-ce que selon toi, ça peut vraiment avoir un impact pour les saisons à venir ? Bah oui, parce que l'OL est entré dans une cure d'austérité. Donc, comme dans toutes ces périodes-là, il va falloir s'appuyer sur la formation. L'OL a un gros centre de formation. Bien Alors, sûr. il y a peut-être eu un petit creux générationnel sur les générations 2005, 2006. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation. Là, avec les 2007, on voit Khalis Mera qui est là et qui est un excellent joueur, je pense. Sur les 2009, 2010, 2011, il y a des très très grosses générations qui arrivent. Alors ils sont encore trop jeunes, même si en 2009 on a déjà vu Adil Hamdani qui a fait quelques minutes. Bon, il a 16 ans, mais c'est un très très bon joueur aussi. Et l'OL, on se rappelle, à partir de 2012 jusqu'à 2015, dans une précédente cure d'austérité, parce que Jean-Michel Aulas était en train de construire le stade, il y avait très très peu d'argent qui était dépensé lors des mercatos. C'était Rémi Garde l'entraîneur et l'OL s'était appuyé sur son centre de formation. La Casette. Voilà. Et parfois, il y avait 7 ou 8 joueurs du centre de formation sur la pelouse en même temps. Anthony Lopez, Umtiti, il y avait au milieu de terrain Gonalon, Grenier, Fekir, Lacazette, Rachid Ghezal. Donc il y avait quasiment Tolisso, il y avait quasiment toute l'équipe qui était formée au club. Ça a permis à l'OL de faire des très grosses ventes. Bon, Nabil Fekir, il a été vendu 25 millions au Betis, mais Lacazette et Tolisso, à eux deux, ont rapporté 100 millions. C'est ça. 60 plus 40. Ouais. Umtiti, il a aussi été vendu 20 ou 25 millions au Barça. Donc, l'OL s'en sortira sur le terrain avec les joueurs formés au club, mais aussi financièrement parce que c'est une manne à ne pas négliger, quoi. Très bien. Pour revenir sur les difficultés financières, on a vu que Lyon a acheté des joueurs à Botafogo qui ne sont jamais passés par l'Olympique Lyonnais, des histoires d'affacturage. Toi qui étais en plein dedans, qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, c'est moi qui ai sorti cette histoire et tout, parce que les sociétés d'affacturage, j'ai été informé parce que les sociétés d'affacturage commençaient à contacter l'OL pour être payés. Et en fait, ils avaient envoyé des mails à plusieurs personnes de l'OL que j'ai pu voir, où ils demandaient à être payés pour Igor Jesus. Et en fait, Igor Jesus, il a jamais joué à l'OL. Attaquant, donc attaquant de Botafogo qui a été vendu à Nottingham Forest. Et en fait, voilà, en creusant, je me suis rendu compte que sous l'ère John Textor, John Textor était propriétaire des deux clubs, donc il pouvait se vendre à lui-même des joueurs. Mais en tout cas, il y a 5 joueurs de Botafogo qui ont été vendus. C'est une écriture comptable, mais pour 120 millions d'euros à l'OL. Et avec cette écriture comptable de 120 millions d'euros, même si l'argent n'a pas bougé, Textor a procédé à de l'affacturage. C'est-à-dire, il allait voir un établissement financier aux États-Unis ou au Brésil ou en Angleterre en disant voilà, j'ai vendu pour 120 millions, alors qu'il s'est vendu à lui-même en fait. Et là, il prend 120 millions de cash. Donc là, c'est du vrai argent. Et donc, il a 120 millions, mais sauf que derrière, ces 120 millions qui ont été prêtés, il faut les rembourser. Et la société d'affacturage, du coup, se tourne vers le club qui a la créance, ce qui devait payer à Botafogo, qui doit du coup payer à la société d'affacturage maintenant, et c'est l'OL. D'accord. Donc ça pose des gros problèmes financiers à l'Olympique Lyonnais en ce moment, des problèmes qui sont réglés, enfin qui sont en passe d'être réglés en tout cas. Voilà. Hugo, j'aurais une question à te poser maintenant par rapport à Textor. Tu as réalisé un reportage sur lui, tu l'as suivi dans son quotidien, sur ses îles, dans son avion. Comment ça s'est passé ? Alors c'était une commande de ma rédaction en chef qui est datée depuis plus d'1 an. Ça a été très compliqué. Ils m'ont dit il faut absolument, c'est quand même un personnage assez fascinant. Il est très particulier ce monsieur, donc il faut le suivre. Il faut qu'on puisse faire un. Moi en plus, il trouve que ma hiérarchie trouve que je suis plutôt doué pour faire les reportages, etc., raconter les histoires. Et donc j'ai dû négocier, disons. Pendant de longs mois pour essayer de caler ce reportage, etc. Alors évidemment, je voulais que ce soit un reportage qui soit réalisé à nos frais à nous, que ça devienne pas un public reportage et que ça soit quelque chose qui soit organisé par Textor. Donc c'est nous qui l'avons organisé. On a essayé de le suivre au plus près sur une semaine type pendant au plus fort de sa présidence d'Eagle avec plusieurs clubs dans sa multipropriété. Et donc j'avais commencé par le rencontrer à Miami, là où il habite, chez lui.
où j'ai pu l'interviewer, etc. Ensuite de Miami, on était parti au Brésil, où il a le club de Botafogo. J'avais suivi un match, j'avais suivi un petit peu comment il évoluait là-bas au Brésil, où là-bas c'était une véritable star parce qu'il leur a fait gagner la Copa Libertadores, etc. Mais c'était pas en Ligue 2, si je me trompe pas, brésilienne. Non, quand il a repris le club, c'était en Ligue 2, ouais, donc il leur a permis de monter en première division, ensuite de gagner le championnat et la Libertadores. Doubler le championnat Libertadores. Donc c'est la meilleure saison de toute l'histoire de Botafogo, qui est un club historique du Brésil. Et ensuite, je l'avais suivi sur son île personnelle aux Bahamas. Et puis ensuite à Londres. En Europe, parce que il avait des parts dans Crystal Palace, on est allé voir un match à Crystal Palace, etc. Et puis à Lyon pour finir, où il y avait eu le derby Lyon-Saint-Etienne. Donc c'était un sacré périple qui avait duré 7 jours, avec au moins 6 vols en avion en 7 jours, donc c'était très fatigant. C'était difficile aussi de le suivre parce que moi j'avais pas les mêmes possibilités, les mêmes moyens que lui, etc. Donc c'était un vrai travail de reporter en fait. Mais c'était intéressant parce que c'est pas quelqu'un de fermé. Il aime montrer, il est très show off en fait. Donc c'est la matière journalistique avec lui, elle est facile à extraire. J'avais fait un reportage qui avait vraiment beaucoup plu aux lecteurs à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment marrant à faire, mais fatigant. Très bien. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter sur ton voyage avec Textor, une parole qui t'a dit ou une action? Je pense par exemple comment dire, avec les requins, avec le jet ski par exemple. Tu aurais un truc à me raconter? Ouais, mais ça j'ai déjà raconté. Mais quand on était aux Bahamas, il fallait qu'on reparte 3/4 d'heure plus tard, et moi, bon, j'avais pas trop été avec lui parce que lui, il travaillait, il faisait des réunions Zoom qu'il faisait dans sa piscine, etc. Bon, moi, j'étais un petit peu dans mon coin, j'observais, et il a dit, vraiment 3/4 d'heure avant de prendre l'avion pour repartir, il a dit, on va faire le tour de l'île en jet ski. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas le suivre là-dedans. Et puis on n'a pas le temps en plus. Si, on a le temps. On va voir des bébés requins dans la mangrove et tout. Puis on est parti. J'avais pris un jet ski derrière lui, je le suivais pour voir comment il vivait là-bas en fait. Et il était vraiment casse-cou, c'est-à-dire il allait très très vite, il allait dans la mangrove pour essayer de voir des bébés requins et tout. En fait, il est complètement timbré parce que même après quand on était au Brésil, dans l'aéroport, je le suivais. On est passé devant une boutique à l'aéroport de Palmeiras, qui est l'ennemi juré de Botafogo. Et il y avait un mannequin habillé avec un maillot de Palmeiras et il a fait mine d'uriner sur le mannequin comme ça en me regardant, en rigolant, et pour que les gens le prennent en photo. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était pas sérieux dans ce qu'il faisait au niveau de la gestion des clubs, parce que c'était la fuite en avant. Il était sans arrêt en train de rechercher de l'argent. D'ailleurs, ça aussi, c'est l'anecdote, mais je le raconte dans le papier. Il passait son temps au téléphone avec de potentiels investisseurs, à essayer de les convaincre, allez, venez chez Eagle, mettez de l'argent, etc. Il passait son temps à chercher de l'argent parce qu'il avait besoin de cash, parce que lui, personnellement, il n'en mettait pas. Donc, voilà, c'était une semaine fatigante, mais marrante aussi par moments. Ouais. Très bien, merci à toi. Est-ce que maintenant, tu penses que Lyon s'est sorti de ses difficultés économiques? On voit Michel Caen qui est vraiment très présente maintenant au sein du club. Quelle est la situation actuelle pour l'Olympique Lyonnais? Non, ils sont pas encore sortis d'affaires. Alors très récemment, ils sont passés à l'examen de mi-saison avec la DNCG et leur interdiction de recrutement, enfin pas leur interdiction, leur encadrement de recrutement a été levé. Ils sont toujours encadrés au niveau de la masse salariale, mais les problèmes financiers mettront plusieurs années à se régler. Alors, ils vont se régler parce que là, le chemin qui est pris est le bon. Donc, ça va se régler petit à petit, mais ça mettra plusieurs années. Un peu à l'image de ce qu'avait réussi à faire Lille sous la présidence d'Olivier Létang après le passage de Gérard Lopez. Donc, voilà, c'est une dette aujourd'hui qui est énorme et qui petit à petit va être épongée. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc, je pense qu'ils sont sortis d'enfer dans le sens où aujourd'hui ils ne craignent plus de disparaître ou d'être relégués en Ligue 2. En revanche, il va falloir serrer la ceinture pendant plusieurs saisons pour revenir à l'équilibre et pouvoir retrouver des ambitions, mais plus tard. D'accord, très bien. Merci à toi, Hugo. Merci, Kassim. C'était un plaisir. En tout cas, je tiens vraiment te remercier de m'avoir accordé ce temps avec toi. Ça a été super. On a parlé de ton parcours, de Karim Benzema, de l'Olympique Lyonnais, des sujets que j'apprécie, que tu apprécies aussi. Merci à toi d'avoir donné du temps pour nous. C'est normal, j'ai pas vu. C'est un plaisir pour moi.
En vrai, j'ai pas vu le temps passer. Moi aussi, je sais même pas quelle heure, si ça fait 1 heure, 50 minutes, 40 minutes. Ouais, 1 heure, plus d'une heure, je pense, plus d'une heure. Mais c'était vraiment un bon moment. Moi, je me suis régalé et voilà, j'ai hâte de voir le résultat du podcast là. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt, Kassim. Merci.